Bien, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour la saison 2 de Le Roi de l'Histoire et le premier épisode de la saison 2. On devait le faire la semaine dernière, mais bon, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, vous savez qu'à Nîmes, il est tombé beaucoup de pluie mardi dernier et ça a un petit peu perturbé l'organisation de l'université et je n'ai malheureusement pas pu faire cette émission. Donc on se retrouve avec une semaine de décalage pour la reprise. Avec, vous le voyez, quelques petites modifications sur l'écran. On a rajouté le superviseur général de Twitch qui se reconnaîtra a tenu absolument à ce qu'il y ait des petits objets qui soient rajoutés sur l'écran en plus du nouveau logo de l'université. Donc bon, évidemment, n'hésitez pas à réagir hein, si jamais vous trouvez que c'est trop ou pas assez, que c'est marrant, que ça n'a aucun intérêt. N'hésitez pas à le dire dans le chat. On en tiendra compte bien évidemment. Alors. Ce soir, on se retrouve pour un sujet qui n'est pas très marrant hein, dans l'absolu, mais qui est totalement d'actualité, puisque on va parler de l'histoire du terrorisme. Vous suivez l'actualité, vous savez donc qu'il y a une petite quinzaine de jours a débuté à Paris le procès des attentats du 13 novembre 2015, des terrasses du Stade de France et du Bataclan. Vous savez également, on en a parlé largement hein, dans les médias, que cette année, c'était la commémoration des 20 ans des attentats du World Trade Center et également du Pentagone, donc du 11 septembre 2001. Donc, évidemment, c'est une année, ce mois de septembre surtout, 2021, est un mois qui est très largement occupé par cette question du terrorisme. C'est pour ça que j'ai voulu que l'on revienne un petit peu sur cette question, une question qui nous touche bien sûr assez fortement en France. Depuis 2015, il y a eu près de 300 Français qui sont morts, enfin 300 personnes en France qui sont mortes dans des attentats terroristes. Un terrorisme que l'on assimile aujourd'hui très largement à l'islamisme, politique bien sûr, très agressif, mais ça déjà c'est en soi une erreur. Alors non pas qu'il n'y a pas bien sûr de terrorisme islamiste, ce serait nier l'évidence et la réalité, mais c'est oublier qu'il y a d'autres causes de terrorisme, y compris sur des années précédentes. On l'a un petit peu peut-être oublié, mais il n'y a pas si longtemps que ça, 3 ans et demi, à Toronto, un jeune homme qui s'estimait, je cite, célibataire involontaire, a foncé avec son camion donc, sur des piétons, tuant une dizaine de personnes, en blessant une quinzaine d'autres. Le terrorisme, il peut être politique en dehors de l'islamisme, puisque en 2020, l'année dernière, hein, en Allemagne, à Nao, en Allemagne, donc un extrémiste de droite a ouvert le feu sur 2 bars à chicha, tuant à cette occasion, là aussi, un peu plus d'une dizaine de personnes. Donc là, le motif était un motif très clairement raciste. Et puis, il y a quelques mois, à la fin de l'année 2020, on a 7 personnes qui ont été mises en examen en France pour association de malfaiteurs terroristes, pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Cette personne qui faisait partie d'un groupe revendiqué d'extrême gauche et qui prévoyait donc un attentat contre les forces de l'ordre. Donc vous le voyez, extrême droite, extrême gauche, islamisme, et puis ces fameux incels, on a différentes formes de terrorisme aujourd'hui qui existent, et ça, c'est pas tout à fait nouveau. Et c'est donc cette idée que je veux creuser ici, c'est ça que je veux essayer de replacer dans un contexte historique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire donc ce soir pour une question qui retient beaucoup l'attention des Français. Hein. On a des sondages récents qui indiquent qu'un tiers des Français considèrent que le terrorisme est le problème le plus préoccupant dans la société dans laquelle ils habitent. Donc voilà, c'est une vraie question que cette question terroriste.
Et donc, il est intéressant de revenir sur ce que c'est. Sur ce que c'est. Et d'abord, ce qui va nous retenir dans un premier temps, c'est la définition du terrorisme. Une définition qui n'est pas évidente, puisque là, dans le peu que je viens de vous dire, de l'islamisme, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, des personnes qui ne supportent pas leur célibat, considèrent que leur célibat est forcé. Qu'est-ce qui rassemble toutes ces personnes? Eh bien, ces personnes sont rassemblées par ce terme de terrorisme. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce que c'est que la définition de terrorisme? Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à comment est-ce qu'on peut définir le terrorisme? Bon, on peut se tourner vers le dictionnaire de l'Académie française, dans sa dernière version complète, hein, ça date des années 30, puisque le dictionnaire de l'Académie française est une machine qui continue à évoluer, il est en cours de rédaction toujours. Mais donc, dans sa dernière version complète, on est dans les années 30, on a une définition qui est assez simple du terrorisme, c'est un régime de terreur politique. Donc on est face à une tautologie, bien sûr, hein, et une définition qui n'est pas tout à fait satisfaisante, non seulement parce que elle n'est pas d'une précision à toute épreuve, et puis d'autre part parce qu'elle est datée finalement. Elle date des années 30, une époque où on est dans une logique en effet de terreur politique, mais force est de constater que depuis cette époque, le terrorisme a quand même pas mal évolué. Alors, le terroriste, représenté ici justement dans ces années 30 avec cette représentation d'Hergé dans l'oreille cassée, ce terroriste qui paraît être un personnage un peu secret, qui agit masqué pour dynamiter, mettre une bombe dans tel ou tel endroit. C'est un peu daté. Ça peut rester vrai dans un certain nombre de cas, mais c'est quand même un petit peu daté. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer d'aller un petit peu plus loin sur la définition? Premièrement, ce que l'on doit constater, c'est que le qualificatif de terroriste, hein, le terrorisme, est employé pour des situations extrêmement différentes. En effet, le terroriste, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le résistant, en tout cas pour l'occupant allemand. Les Allemands considèrent que sont terroristes ceux que nous appelons aujourd'hui les résistants. Sont considérés comme terroristes au Mexique les narcotrafiquants, qui causent, hein, vous savez, qui ensanglantent régulièrement la société mexicaine. Un agent secret d'un État donné qui va saboter, qui va commettre un acte de sabotage, par exemple, dans une puissance étrangère, va être considéré là aussi comme un terroriste. Donc, on a des situations extrêmement différentes. En gros, Jean Moulin est considéré comme un terroriste, a pu être considéré comme un terroriste au même titre que Oussama Ben Laden. Donc, face à cela, essayons de défricher un petit peu tout ça. Le défricher, c'est rendu encore plus difficile par le fait qu'aujourd'hui, dans le discours politique, hein, le discours d'un certain nombre de puissances politiques, le terme terroriste est utilisé comme invective politique, si vous voulez, pour décrédibiliser un adversaire, celui qui ne pense pas comme vous, celui qui est contre vous. Et on le retrouve dans un certain nombre d'États actuellement. On peut même aller assez loin là-dedans en considérant qu'il arrive qu'une puissance, c'est-à-dire un État, provoque des comportements, provoque des réactions par des persécutions contre une population donnée, et donc par ces persécutions va provoquer une réaction violente de cette population qui permettra à la puissance qui est à l'origine des persécutions de qualifier ces actions de terroristes, et ainsi de décrédibiliser cette population aux yeux de l'étranger, et donc de justifier des mesures de répression. Donc vous voyez que le terrorisme est extrêmement complexe, hein, présenté de cette manière-là. Alors, si on essaie d'y voir un tout petit peu plus clair, on peut considérer que le terrorisme correspond à une logique triangulaire. En effet, le terroriste
le groupe terroriste s'attaque à un objet, un objet, oui, qui est une organisation, un régime politique, un État. Bon, j'ai appelé ça donc une organisation ici dans ce schéma. Et pour ce faire, il ne va pas forcément attaquer directement l'organisation, mais il va s'en prendre à des victimes, ces victimes qui sont généralement des civils ou éventuellement des militaires, mais qui ne sont pas en situation de combat, ou des forces de l'ordre qui ne sont pas en situation de combat. Mais ce sera plus efficace si on s'attaque vraiment à n'importe qui, si vous voulez, à un simple passant qui n'est pas directement en lien avec le régime que l'on attaque. Et donc en s'attaquant à ces victimes, on essaie de faire, par le biais des victimes, pression, et par le biais de la société civile, pression sur l'organisation, sur le régime, sur l'État, sur le gouvernement que l'on vise, pour qu'il change de comportement et prenne en compte éventuellement ou la demande des terroristes. Donc on est sur une logique triangulaire. Bon, c'est pas moi qui l'invente, bien sûr, hein. Il y a d'excellents théoriciens, et j'en parlerai en bibliographie en finissant cette présentation, cette émission. Mais voilà cette logique triangulaire. Alors, qu'est-ce que cherche le terroriste ou le groupe terroriste ici? Il cherche à paralyser la société civile, il cherche à décourager par avance les adversaires de l'idée qu'il défend. Il cherche à lutter contre toute forme d'opinion divergente de la sienne, d'opinion différente de la sienne. Le terroriste, c'est quelqu'un qui refuse la discussion. C'est quelqu'un qui refuse l'argumentation et la contre-argumentation. C'est quelqu'un qui refuse le compromis ou le consensus. C'est quelqu'un qui veut imposer par la force son idée. Donc c'est un procédé fondamentalement antidémocratique, hein, le terrorisme. Et en attaquant le civil, le passant, n'importe quel citoyen, il essaie de fragiliser, bien sûr, la construction à laquelle appartient ce citoyen. Et plus on va créer ce sentiment de vulnérabilité du citoyen, plus on va créer un sentiment de défiance du citoyen par rapport à l'organisation à laquelle il se rattache, par rapport à l'État dont il est citoyen, par rapport au gouvernement qui est censé le protéger. Le but étant, j'espère que vous suivez, le but étant d'utiliser ce sentiment de défiance pour fragiliser le gouvernement et provoquer le repli de chacun sur soi, donc ce qu'on appelle l'atomisation, ce qu'on peut appeler l'atomisation de la société civile, qui débouche, c'est pas ce que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire, qui débouche sur, comme le disait Hannah Arendt, sur la mise en place d'un terreau favorable à un régime totalitaire, un régime qui ne supportera plus aucune forme de dissidence et de différence. Donc en gros, voilà, ce que cherche l'organisation terroriste, c'est la défiance générale, on se méfie de tout le monde, on a peur de tout le monde, et on n'a plus confiance dans le gouvernement qui est censé nous protéger, pour faciliter l'écroulement du régime politique en question, par l'atomisation de la société, le repli de chacun sur soi, et cet écroulement est favorable à la mise en place d'un régime totalitaire, d'un système totalitaire qui contrôlera parfaitement l'ensemble de la communauté. Le terrorisme, en effet, c'est finalement quelque chose qui relève quasiment plus du psychologique que du militaire, si vous voulez, ou d'une pression psychologique sur la société. Comme le disait Talien, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, parce que c'est un personnage c'est un révolutionnaire français, hein, et Talien disait que le terrorisme, c'est la désorganisation de l'âme humaine. On est perdu, on ne sait plus vers qui se tourner, et du coup on se replie sur soi-même. Et cette désorganisation de l'âme humaine, mais au-delà, désorganisation de la société, c'est ce qui est recherché par les groupes terroristes. Revenons, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a présenté ces quelques éléments de définition qui sont, vous l'avez compris, assez complexes et pas parfaitement, totalement satisfaisants sans doute, hein, on pourrait discuter longtemps, et n'hésitez pas bien sûr à réagir sur ce que je viens de dire.
une fois qu'on a dit ça, revenons à l'histoire. D'où ça vient, ce terme? Le terme terrorisme nous renvoie en fait à la Révolution française. En effet, le terme terrorisme, c'est un terme qui trouve son origine dans la langue française et dans un événement marquant dans l'histoire de France, qui est bien sûr la Révolution française. La Révolution, c'est la Grande Révolution, celle de 1789. Vous savez sans doute qu'il y a eu plusieurs révolutions en France. Hein. Il y a eu, au sens strict du terme, 3 révolutions. Celle de 1789, qui a duré. Les historiens ne sont même pas tout à fait d'accord pour la durée de la Révolution, mais on va dire qu'elle a duré une dizaine d'années entre 1789 et 1799. On a eu une deuxième révolution en juillet 1830 et une troisième révolution en février 1848, chaque fois qui ont provoqué la chute d'un régime politique. Mais la révolution de 1789, c'est bien plus que ça. C'est la chute d'un régime politique, la monarchie. C'est également un bouleversement social et un bouleversement idéologique. Dans la Révolution vont naître toute une série d'idées politiques qui sont encore largement présentes dans notre paysage politique. Et dans cette révolution va surgir, au moment qui constitue d'une certaine manière l'apogée révolutionnaire, le moment le plus violent et le plus bouleversant, on va dire, de l'épisode révolutionnaire, c'est-à-dire dans les années 1792-1794, c'est là que va surgir le mot terreur. La terreur qui est considérée comme étant une forme d'action politique. En effet, en septembre 1793, sous la pression des sans-culottes, les sans-culottes, ce sont les révolutionnaires parisiens, le peuple révolutionnaire parisien, les plus acharnés des révolutionnaires, ceux qui veulent aller le plus loin dans le bouleversement de la société française, dans l'égalitarisme notamment, ces sans-culottes, notamment menés par un personnage assez haut en couleur de cette époque, qui est Hébert, ces sans-culottes contraignent l'Assemblée qui est au pouvoir à ce moment-là, qui s'appelle la Convention, contraignent cette Assemblée à proclamer, je cite, que la terreur est à l'ordre du jour. La terreur est à l'ordre du jour. Cette terreur, on l'écrit généralement avec un T majuscule. C'est dans l'histoire de France, s'ouvre dans l'histoire de France alors la période dite de la terreur. On peut considérer qu'elle a débuté un petit peu avant, mais bon, elle est vraiment là au maximum, elle débute là le maximum de son intensité, avec toute une série de mesures qui sont prises, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais la plus célèbre étant la loi dite des suspects, qui en septembre 1793 va permettre au gouvernement révolutionnaire d'aller capturer, emprisonner et même exécuter, pour pas mal d'entre eux, toute personne qui est considérée comme étant suspecte d'hostilité à l'égard des idées portées par le gouvernement révolutionnaire. Alors, cette terreur, elle est portée donc par une espèce de gouvernement, on va dire, qui s'appelle le Comité de salut public, incarné par un homme qui est resté, bien sûr, célèbre dans l'histoire de la Révolution, qui est Maximilien Robespierre, qui organise un véritable gouvernement terroriste. Le but, c'est de terroriser les ennemis de la Révolution, le but, c'est de les conduire à disparaître ou à embrasser les idées révolutionnaires ou à mourir, finalement. Et ce gouvernement terroriste s'appuie sur tout un appareil qui est chargé de pourchasser ou d'éliminer les suspects ou les ennemis de la Révolution, ou les ennemis identifiés de la Révolution. À Paris, c'est le tribunal révolutionnaire qui est un tribunal d'exception, dans lequel la procédure est réduite au maximum, il n'y a plus d'avocats, vous avez juste le choix entre être acquitté et être condamné à mort, bref, une justice qu'on peut qualifier clairement d'expéditive. Et puis en province aussi, on a des phénomènes assez marquants. Pas rentrer trop dans le détail non plus, mais on peut citer par exemple, ça fait partie des moments les plus dramatiques de la Révolution, les noyades de Nantes, organisées par ce qu'on appelle les représentants en province, les envoyés en mission en province. Là c'est Carrier, donc qui est envoyé par la Convention et qui va noyer dans la Loire
toute une série de personnes qui sont considérées comme étant hostiles aux idées révolutionnaires, ou en tout cas, même au-delà de ça, parce qu'il y a un certain nombre de révolutionnaires qui font partie de ces ennemis, mais les ennemis de la ligne fixée par le Comité de salut public de Robespierre et de ses amis. Donc bref, je ne vais pas m'étendre davantage. À cette époque, vous l'avez compris, terrorisme, renvoie à un régime politique, à une politique menée par le gouvernement du pays, le gouvernement de la France. Et pour dire les choses simplement, à cette époque, terrorisme est quasiment synonyme de république, de républicain, et d'une république quand même plutôt égalitariste, qui est celle voulue par Maximilien Robespierre et ses proches. Alors, c'est à cette époque, c'est pendant les années de la Révolution, en effet, que le terme terrorisme est reconnu, apparaît dans le vocabulaire, et en effet, dans le dictionnaire de l'Académie française, dans sa 5e édition, qui date de 1798, on a une définition du terrorisme. On a l'apparition du terme terrorisme, qui désigne, je cite, le système, le régime de la terreur. La terreur au sens que je viens de vous présenter, c'est-à-dire un sens bien précisément daté. La terreur, c'est débute 1792 et surtout 1793, et la terreur prend fin avec la chute de Robespierre. Robespierre est finalement renversé et exécuté à la fin du mois de juillet 1794. On a un certain nombre de mesures qui vont rester d'une certaine manière terroristes, mais qui vont se retourner contre les amis de Robespierre dans l'année qui va suivre, et les choses se tassent ensuite à partir de 1795. On sort de la terreur. Et donc, en 1798, lorsque le dictionnaire de l'Académie française parle de terrorisme, c'est avec une connotation péjorative déjà. C'est quelque chose qui est rejeté. C'est l'époque de Tallien qui fait partie de ces hommes qui ont un peu retourné leur veste contre Robespierre. Et donc, en gros, terrorisme est synonyme des abus de la Révolution et va garder cette image assez sombre pendant très longtemps. Mais ce terrorisme, on l'a compris, c'est un terrorisme donc d'État. C'est un terrorisme organisé par le gouvernement français de la Révolution. Alors, ce terrorisme, il va pas disparaître, mais bon, idéologiquement, en tout cas, du point de vue de la doctrine, il va être moins présent dans les années qui vont suivre. Et on le voit ressurgir en Russie, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où il devient synonyme de contestation violente, de stratégie de contestation violente de l'État tsariste, de l'État de la monarchie russe. On le voit, par exemple, théorisé par un de ces terroristes, Serge Netchaïev, en Russie. Donc, on est dans les années 1800, à la fin des années 1860. Netchaïev, vous connaissez peut-être également Bakounine, je n'ai pas mis son image, mais bon, ce sont les théoriciens de ce nouveau terrorisme, ce terrorisme russe, qui écrivent le catéchisme révolutionnaire, dans lequel il est indiqué que le révolutionnaire doit accentuer les souffrances du peuple. Le peuple russe est un peuple qui souffre de l'autoritarisme du tsarisme, mais donc il faut aller plus loin, il faut accentuer les souffrances du peuple pour provoquer sa réaction, et ainsi provoquer sa révolte qui entraînera la chute du régime tsariste. Donc on est déjà dans cette logique triangulaire, puisque l'activiste vise le tsar et le régime tsariste, mais pour ce faire, il va chercher à provoquer la réaction du peuple en attaquant le peuple. Alors bon, Netchaïev sera emprisonné et va passer les 10 dernières années de sa vie en prison, mais il s'inscrit dans une mouvance qui va connaître une actualité assez dramatique en Russie à cette époque, avec comme fait d'armes principal, je reviens là-dessus, l'assassinat du tsar Alexandre II en 1881. Donc c'est l'époque
qui correspond un peu à l'image qu'on avait d'Hergé tout à l'heure, hein, le terroriste masqué qui va mettre une bombe sur le passage d'un personnage important. Dans l'idée des révolutionnaires russes, en gros, on considérait que dès lors que l'on va tuer le chef de l'État, on va pouvoir éventuellement renverser le gouvernement. Bon, les choses étaient un petit peu moins évidentes en pratique. Mais quoi qu'il en soit, ce renouveau du terrorisme va ouvrir une période particulièrement marquante de ces actes terroristes, notamment incarnés par le mouvement anarchiste qui touche un petit peu tout l'Occident à la fin dans les années 1880, 1890, 1900, avec l'assassinat, dans des attentats divers et variés, de personnages de tout premier plan, l'impératrice d'Autriche, le roi d'Italie, le président américain McKinley, et en France, ce terrorisme va se retrouver... Alors, on avait eu des actes, des attentats contre des chefs d'État en France. Je ne vais pas tous vous les citer, mais l'attentat d'Orsini, par exemple, contre l'empereur Napoléon III en 1858. Mais les anarchistes vont surtout faire parler d'eux avec l'assassinat du président de la République française, Sadi Carnot, à Lyon, en 1894. Ces anarchistes... ne font pas que tuer des chefs d'État, ils font des attentats contre la population aussi. Alors plutôt la population aisée, on a des bombes dans des cafés par exemple, ou ce genre de choses. Pour reprendre la formule qui est employée par un de ces anarchistes lors de son procès, il s'agit d'Émile Henry, qui avait été accusé pour 2 attentats qu'il avait commis en 1892 et qui a provoqué la mort de 7 personnes. Émile Henry, lors de son procès, dit que aucun bourgeois n'est innocent. Et finalement, c'est la société bourgeoise qui est visée par ces anarchistes, qui sont des anarchistes socialistes. Il faut renverser cette société bourgeoise, il faut renverser l'État, il faut renverser toute forme d'autorité, l'autorité qui est assurée par la société, enfin, qui est en faveur de la société bourgeoise. Et pour ce faire, donc, il faut bien sûr terroriser cette société pour provoquer l'affaiblissement et finalement l'écroulement de l'État. Alors, ces attentats anarchistes seront aussi spectaculaires que vains, puisque l'anarchisme va être combattu de manière assez virulente et va finalement reculer sans être parvenu à ses fins. Mais cette idée de l'action terroriste va rebondir au début du XXe siècle, cette fois-ci avec de plus en plus des finalités nationalistes. C'est dans ce cadre-là qu'intervient un des attentats les plus célèbres de l'histoire européenne, qui est l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914. Un nationaliste serbe assassine l'archiduc d'Autriche, l'héritier de la couronne impériale d'Autriche à Sarajevo. Pourquoi c'est si célèbre ? Au moment où c'est arrivé, il y avait un journal américain qui avait titré qu'il y avait un archiduc assassiné à Sarajevo. C'est bien plus que ça. C'est l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale, vous le savez, puisque on ne va pas rentrer trop dans le détail ici, mais les événements qui vont suivre, surtout le système d'alliance qui s'était mis en place en Europe, va se mettre en branle à la suite de l'attentat de Sarajevo, et un gros mois après, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Alors, cet attentat, il est revendiqué par une organisation qui s'appelle la Main Noire, qui était donc une organisation nationaliste serbe, qui est considérée par les Autrichiens comme bien sûr une organisation terroriste. Le XXe siècle, le début du XXe siècle, voit fleurir ces organisations qualifiées de terroristes par les puissances qui sont attaquées, ces organisations qui visent à l'indépendance de leur pays, qui visent à obtenir une reconnaissance pour leur population, une reconnaissance politique. Je ne vais pas tous vous les citer, la Haganah en Palestine, Irgun, ou le groupe Stern, là aussi, un groupe donc, qui défend les intérêts de la communauté juive en Palestine, l'IRA en Irlande, le FLN algérien, etc. Bon, bref, on pourrait multiplier les exemples ici. Ce terrorisme nationaliste va durer pendant très longtemps, et même on peut considérer qu'il existe encore aujourd'hui, mais il va coexister avec un autre terrorisme plus politique, on va dire, qui se développe dans les années 1960, 1970, 1980, ce qu'on a appelé les années de plomb,
en Europe occidentale, avec en effet des organisations dont la plus célèbre sans doute est la Fraction Armée Rouge allemande, hein, dite également la Bande Abadère, qui commet des attentats assez ciblés, souvent des assassinats de personnalités, et on va retrouver des organismes sensiblement comparables dans différents pays, en France, y compris avec le groupe Action Directe, hein, qui va commettre toute une série d'assassinats, d'attentats pendant les années 70-80. Chaque fois, on est face à des groupes là, qui sont plutôt des groupes d'extrême gauche, hein, des groupes socialistes, communistes, mais ça n'empêche pas que dans le même temps, on a des attentats terroristes de groupes ou de groupuscules d'extrême droite. L'attentat de la gare de Bologne en Italie au début des années 80 hein, est un attentat commis par un groupuscule d'extrême droite qui a essayé de faire porter le chapeau au groupe d'extrême gauche. Donc bref, tout cela est assez complexe, je ne vais pas trop m'étendre, mais bon, on a là, dans ces années 70-80, l'âge d'or, on va dire, de ce terrorisme politique. Alors, cet âge d'or prend fin avec la fin des années 80, avec un événement tout à fait remarquable, qui est la chute du mur de Berlin. Et dans la foulée, l'écroulement du bloc socialiste, qui va assécher d'une certaine manière d'abord les financements, dont pouvaient bénéficier ces groupes, et puis également un assèchement idéologique. Hein. C'est un coup qui est assez violent, porté aux idées socialistes, bien sûr, que cet écroulement du bloc socialiste. Et dans ce climat, dans cette espèce de climat euphorique chez les libéraux de la fin des années 80, du début des années 90, on voit surgir des théories selon lesquelles on arrive à la fin de l'histoire, on arrive au triomphe du libéralisme politique et économique, de la fin des conflits, de la fin des guerres, etc. Bon, force est de constater que les choses ne se sont pas exactement passées comme ça, ou en tout cas pas encore. Le terrorisme n'a pas disparu du tout, et même il a ressurgi dans les années 90 et au début des années 2000, en prenant un virage, et ça c'est assez remarquable dans le terrorisme, c'est sa capacité de rebondir et d'embrasser hein, l'évolution de la société, en prenant un virage médiatique. En prenant un virage médiatique, en effet, dans les années 90 et les années 2000, on assiste à des attentats de plus en plus spectaculaires, de plus en plus catastrophiques en termes de nombre de morts, hein, également, avec un point d'orgue, bien sûr, avec les attentats du World Trade Center à New York le 11 septembre 2001, provoquant la mort, vous le savez, de près de 3000 personnes dans l'écroulement des deux tours jumelles. Ce tournant médiatique du terrorisme dans les années 90 nous amène, évidemment, après tout ce que je viens de vous dire, à ressentir peut-être le besoin de nous arrêter un petit peu là-dessus. Je vous ai enchaîné toute une série de mouvements, toute une série de types de terrorisme, ce qui peut nous amener à essayer de faire une typologie, justement, de ces formes de terrorisme. Alors, on peut considérer qu'il y a 3 formes, finalement, de terrorisme. La première forme de terrorisme, on peut la qualifier, si vous voulez, de terrorisme d'État. Un terrorisme d'État qui est incarné, on l'a dit déjà, par ce qui s'est passé pendant la Révolution française, hein, c'est les origines du terrorisme, avec la terreur mise en place par le gouvernement révolutionnaire français des années 1793-1794. L'idée ici, c'est que le gouvernement en place va lutter contre toute forme d'opposition. L'idée, c'est pas forcément d'assurer la domination de tel ou tel homme, mais c'est d'empêcher toute forme de contestation pour le gouvernement qui est en place. Et on va essayer d'aller le plus loin possible là-dedans. C'est la contestation politique, c'est la contestation physique, mais c'est également la contestation idéologique, si vous voulez. On va essayer d'aller combattre jusque dans les idées.
Alors, docteur Yarty me dit on voit pas le PowerPoint. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas d'image, mais du coup, vous n'avez pas vu une seule image depuis le début? Je vous laisse me dire. Et d'ailleurs, là, je mets une image qui vient illustrer, j'espère que vous la voyez du coup, qui vient illustrer ce que je suis en train de dire, puisque parmi ces différentes formes de terrorisme d'État, on a, entre autres, ce qui se passe en Chine, à l'époque de Mao, avec notamment la révolution culturelle, où on va aller... voilà, merci. Donc c'est bon, vous voyez l'image. J'espère qu'elle est correcte, parce que moi, sur le retour que j'ai, elle est un peu brouillée. J'espère que la résolution est meilleure que sur mon retour. Donc, terrorisme d'État, qu'on va retrouver dans différents régimes, qui sont des régimes à tendance totalitaire. Le totalitarisme, c'est le refus de la différence, le refus de la diversité, c'est l'unité qui est recherchée par le gouvernement, et donc on refuse toute opposition, toute contestation, qui est considérée d'une certaine manière comme une forme de microbe qui pourrait attaquer et qui pourrait mettre en péril l'unité du corps social. Et donc il faut combattre, parce que c'est une question de vie ou de mort finalement, pour l'idéologie en place, il faut combattre ces différences, ces divergences, ces idées différentes. Et donc on va retrouver ça bien sûr dans les régimes totalitaires ou à tendance totalitaire. On va pas faire une émission on pourrait faire une émission sur le totalitarisme, bon, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais bon, on a plutôt des tendances totalitaires que des régimes vraiment totalitaires au sens strict. L'Allemagne nazie, bien sûr, la Russie de Staline, la Chine de Mao, comme on la retrouve ici, ou la République à l'époque du Comité de salut public français dans les années 93-94. On est dans une logique là aussi assez totalitaire. Donc ça, c'est le terrorisme d'État, qui ne doit pas être confondu. Les personnes les chercheurs qui travaillent sur le totalitarisme appuient bien sur le fait qu'il ne faut pas confondre cela avec les actes de terrorisme commis par des États. On le sait, la Libye, la Syrie, dans les années 80 notamment, ont commis un certain nombre d'actes terroristes. D'ailleurs, l'attentat qui a causé le plus de morts dans l'histoire européenne, c'est encore un acte de ce type. C'est la Libye qui avait, vous le savez, provoqué le crash d'un avion à Lockerbie, donc en Écosse. On est dans les années 1980 et donc il y a plus de 250 morts de mémoire. Donc on est là face à un acte terroriste commis par un État. Mais lorsque je parle de terrorisme d'État, ce n'est pas ça. Le terrorisme d'État, il se tourne contre la population même de cet État, si vous voulez. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Deuxième type de terrorisme, c'est le terrorisme nationaliste. On l'a retrouvé déjà précédemment, j'en ai parlé. On a vu que c'est quelque chose qui remonte assez loin et qui a connu son âge d'or dans les années... au cours du XXe siècle, vous avez ici une image de l'armée républicaine irlandaise, l'IRA, qui a commis toute une série d'attentats terroristes, notamment dans les années 70-80, contre le Royaume-Uni, avec pour but d'obtenir la libération, entre guillemets, de la présence britannique de l'Irlande du Nord, et donc le rattachement de l'Irlande du Nord à la République d'Irlande. Mais bon, là aussi on pourrait multiplier les exemples. Ces groupes terroristes, pour un certain nombre d'entre eux, ont pu parvenir à leur fin en obtenant l'indépendance de l'État, mais ça n'a pas toujours été le cas. On l'a un petit peu oublié en France, mais bon, on a eu nombre d'attentats commis par le Front de Libération Nationale de la Corse, par le groupe ETA dans le Pays Basque, par exemple, ou même, on l'a un petit peu plus oublié encore ça, par du terrorisme breton dans les années 1970. Donc on a un terrorisme nationaliste qui vise principalement à obtenir l'indépendance ou la reconnaissance, donc à minima, d'une autonomie pour le territoire qui est recherché, une reconnaissance internationale pour le peuple qui est recherché, et on y arrive. En 1994, Yasser Arafat, chef de l'OLP, obtient le prix Nobel de la paix,
la suite de son rapprochement avec Israël, l'OLP, c'était une organisation, l'Organisation de la libération de la Palestine, c'était une organisation qui était considérée comme une organisation terroriste par la plupart des États du monde. Et ce rapprochement avec Israël a permis d'avancer, de faire avancer la cause palestinienne et une reconnaissance de l'existence de la Palestine, bon, qui est encore, vous le savez, en cours, on va dire les choses comme ça. Troisième et dernière forme de terrorisme, c'est un terrorisme que je qualifierais d'idéologique. Ce terrorisme idéologique, là aussi, il est très ancien, puisque, pour citer un auteur qui nous ramène assez loin, puisqu'il nous ramène là aussi à la période révolutionnaire, c'est un Britannique, Edmund Burke. Edmund Burke nous disait que sous tout idéologue se cache un terroriste. Alors, Burke était un anti-révolutionnaire, vraiment, c'est le premier, finalement, même s'il a des tendances libérales dans sa manière de concevoir la vie politique britannique, Burke est extrêmement critique à l'égard de la Révolution française et des tendances violentes de la Révolution française, a fortiori, bien sûr, lorsque va arriver la terreur. Donc, Burke considère que dès lors qu'on a une idéologie, que l'on porte une idéologie, on est porté finalement assez mal supporté qu'on la critique, qu'on la remette en cause. Alors, ce terrorisme idéologique, on l'a rencontré avec des groupes dits révolutionnaires, donc là c'est plutôt des groupes qui se rattachent à l'extrême gauche, ou à l'anarchisme, on l'a vu notamment au XIXe siècle. On va le retrouver également à l'extrême droite, on a une série d'attentats, et ça aussi on en a jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, commis par des groupes d'extrême droite. On a des formes d'attentats d'un genre relativement nouveau qui sont portés par des groupes qui défendent une écologie radicale, une écologie, c'est ce que les Anglais et les Américains surtout appellent la deep ecology, l'écologie radicale, qui n'hésite pas à attaquer telle ou telle personne, tel ou tel organisme, entreprise qui serait particulièrement considéré comme étant une atteinte à l'environnement ou comme étant des atteintes à l'environnement. Et puis bien sûr, c'est celui qu'on le voit le plus, qui est le plus médiatisé à l'heure actuelle, on a un terrorisme religieux, enfin je préférerais dire politico-religieux, parce que finalement la religion est totalement instrumentalisée politiquement, qu'on va retrouver bien sûr, notamment dans l'islamisme radical, porté par des groupes comme Al-Qaïda, comme Daesh et autres, groupes qui s'inscrivent dans une idéologie qui a été théorisée dans les années 80 en Afghanistan, lors du combat des Moudjahidines, donc, qui venaient de tous les pays pour combattre l'occupant soviétique. C'est là, dans ce terreau-là, que va se former cette idéologie djihadiste qui a causé les attentats qui ont ébranlé le monde depuis une grosse vingtaine d'années. Alors, ces catégories que je viens de présenter rapidement, ce sont des catégories qui ne sont pas totalement imperméables. Il n'y a pas une séparation hermétique entre ces différentes catégories, et surtout les deux dernières, le terrorisme que j'ai qualifié de politique et le terrorisme je me perds dans mon fil nationaliste, pardon. Ces deux formes de terrorisme, en fait, sont assez liées à la grande criminalité. Incontestablement, aujourd'hui, ça s'est renforcé avec la chute du mur de Berlin et les problèmes de financement. Ça, c'est une vraie question sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre, mais le financement du terrorisme, c'est une question absolument centrale. Il faut trouver de l'argent, et donc là, on est assez souvent dans la grande criminalité, dès lors qu'il n'y a plus des États qui financent par derrière. Alors, des fois, il y a des États, on le sait, ça a été largement démontré pour le groupe Daesh, des États ou en tout cas des riches personnages qui vont financer le groupe. Donc cette question de l'argent est une question centrale. Mais celle qui me paraît un tout petit peu plus, pas intéressante, mais celle sur laquelle je veux m'arrêter, c'est la question des médias. Les médias constituent en effet des alliés de fait, et à leur corps défendant bien sûr, mais des alliés de fait du terrorisme. Ils ont un rôle qui est absolument fondamental aujourd'hui dans le terrorisme. C'est pas tout à fait nouveau d'ailleurs, parce que on a vu des images tout à l'heure des tours jumelles, qui est sans doute l'attentat le plus médiatique de l'histoire, mais c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. En effet, en 1972,
a eu lieu un acte terroriste tout à fait dramatique, hein, qui est la prise d'otage de Munich, qui intervient donc pendant les Jeux Olympiques de Munich. Un groupe qui défend la cause palestinienne va donc prendre en otage des athlètes israéliens qui se trouvaient donc pendant les Jeux Olympiques de Munich. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le chef de ce groupe, qui se fait appeler Abu Daoud, qui s'appelle Mohamed Daoud Odeh, et qui a survécu à cette prise d'otage et qui est même mort libre, hein, en Algérie, Abu Daoud disait que il voulait profiter dans ses mémoires, il a dit qu'il voulait profiter de l'extraordinaire déploiement des médias internationaux qui couvraient les Jeux Olympiques. Bon, vous savez, déjà à cette époque, hein, les Jeux Olympiques, c'est quand même un événement qui est largement couvert par les médias. Et donc, il voulait profiter de cette couverture médiatique des Jeux Olympiques pour donner un écho mondial à la cause palestinienne. Et donc il va profiter de ces JO pour faire cet acte qui va évidemment retenir l'attention de tous les médias. Donc les groupes terroristes ont compris depuis finalement assez longtemps tout l'intérêt qu'ils avaient d'arriver à capter l'intérêt médiatique, que les médias étaient en mesure de leur donner une publicité parfois sans commune mesure avec l'ampleur de la cause qu'ils défendent, et ça s'est renforcé. Nous vivons aujourd'hui dans une société dans laquelle les médias ont une place sans comparaison avec ce que l'on a connu par le passé, et donc on se retrouve avec des actes terroristes qui ont une résonance mondiale. Bon, c'est quelque chose, je suis persuadé que tous vous avez abordé le sujet, ou quasiment tous, lors de la commémoration des attentats de New York, mais bon, ceux qui ont vécu et qui étaient en âge de se souvenir de ces attentats se souviennent tous où ils étaient à ce moment-là, et ça vaut aussi pour les attentats de Paris de novembre 1995. Donc on a un impact médiatique, bien sûr, de ces actes qui est tout à fait remarquable. Donc les médias ont un rôle là, on le voit, encore une fois leur corps défendant, mais ils ont un rôle de caisse de résonance pour le message ou le projet qui est porté par les groupes terroristes. Et donc c'est vrai que depuis les années 90, on est rentré dans une nouvelle ère du terrorisme, hein, contrairement à ce que l'on avait pu espérer, entre guillemets, que le terrorisme disparaisse finalement avec la chute du mur de Berlin et la chute du bloc socialiste. Non, il n'a pas disparu, il a même rebondi. Il a rebondi avec donc des formes plus spectaculaires, puisque finalement, plus on va avoir spectaculaire, plus un groupe qui va venir ensuite sera obligé de faire fort et de faire spectaculaire. Donc on est dans une course en avant pour arriver à obtenir l'attention des médias et porter ainsi un petit peu partout dans le monde le message que veut porter ce groupe terroriste. Donc on arrive au bout. Vous ne pouvez que le constater, donc l'histoire du terrorisme, c'est une histoire qui n'est malheureusement pas finie. Elle n'est pas finie, elle est en cours, et bon, je ne prends pas beaucoup de risques, entre guillemets, en disant qu'on aura encore nombre d'attentats terroristes, bien évidemment. C'est par contre une histoire qui est loin d'être limitée à notre temps. Bien sûr, on est marqué par les événements qui ont touché la France depuis une dizaine d'années. On est marqué par les événements qui ont touché d'autres pays depuis une grosse vingtaine d'années, bien sûr. Mais on oublie, ou on ne sait pas, que le terrorisme, il a une histoire qui est bien plus ancienne, et on le voit, qui remonte jusqu'à la Révolution française. Donc le terrorisme existe. Il existe depuis que des femmes et des hommes aspirent à imposer leurs idées sans tolérer le désaccord, sans tolérer une pensée différente. Et du coup, comment le combattre? Les États combattent, hein, bien sûr, ces mouvements terroristes par la force, par la loi. Il y avait, j'en ai pas parlé, il y avait eu une réaction de la Troisième République en France à la suite des attentats anarchistes dont on a parlé rapidement tout à l'heure, avec l'assassinat de Sadi Carnot, etc., qui est assez célèbre dans l'histoire du droit, qui s'appelle les lois scélérates, hein, qui est appelée par les adversaires de ces lois les lois scélérates, des lois assez sévères contre les mouvements anarchistes, qui ont débouché qui sont une des causes de l'affaiblissement, hein, du mouvement anarchiste en France. Donc on a lutté
par le droit, on a lutté par les armes, bien sûr. Hein. Bon, l'intervention américaine en Afghanistan, c'était une intervention motivée par la lutte contre le terrorisme, vous le savez, avec les résultats qui sont ceux que l'on connaît. Mais finalement, si on y réfléchit un petit peu, la meilleure arme contre le terrorisme, alors ça fait un petit peu, bien sûr, bisounours ce que je vais dire, mais malheureusement, je ne vois pas de choses meilleures. La meilleure arme contre le terrorisme, c'est l'acceptation de la différence. C'est l'acceptation de la discussion apaisée avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et cette discussion apaisée, c'est la base de la démocratie, finalement. La démocratie existe quand on accepte que l'on puisse penser différemment. Cette démocratie, elle doit, aujourd'hui, plus que jamais sans doute, rester l'unité dans la diversité. Bon, c'est une jolie phrase, hein. Cette jolie phrase, c'est la devise de l'Union européenne, donc j'invente rien. C'est une jolie formule. C'est une jolie formule, mais c'est bien plus que ça, en fait, parce que l'unité dans la diversité, c'est la responsabilité de chacun. Et donc il faut lutter contre l'atomisation de la société, qui est voulue par les groupes terroristes, parce que cette atomisation de la société, c'est le chemin, pour reprendre ce que disait Arendt, que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le chemin vers le totalitarisme et la disparition de toute forme de liberté. Donc voilà, il y a un espoir. L'espoir, c'est qu'on accepte que d'autres puissent penser différemment de nous et qu'on puisse parler posément, qu'on puisse discuter posément et puis qu'on puisse accepter finalement qu'on vive ensemble, même si on n'est pas tout à fait d'accord. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur ce que je viens de dire, de la bibliographie, bon, je mettrai bien sûr comme d'habitude, enfin comme l'année dernière, les références bibliographiques sur la page Facebook de l'émission, Le Roi de l'Histoire. Si je peux vous conseiller 2 bouquins, il y a un bouquin de Gilles Ferragut qui est l'histoire du terrorisme, hein, tout simplement, qui a été publié en 2014 chez Perrin et qui est généralement considéré comme étant le meilleur bouquin sur l'histoire du terrorisme à l'heure actuelle. On peut citer également un tout petit bouquin qui est vraiment utile pour essayer de définir ce concept qui, vous l'avez compris, est extrêmement complexe que le concept de terrorisme, qui est un bouquin de Cyril Brett, je ne sais pas trop comment ça se prononce, B-R-E-T, qui s'appelle tout simplement « Qu'est-ce que le terrorisme ?», qui a été publié chez Vrin. C'est un petit bouquin, format que sais-je, hein, et qui est très bien fait. Cyril Brett a également écrit un autre livre qui s'appelle « 10 attentats qui ont changé le monde », et qui s'inscrit là aussi dans une démarche historique assez intéressante. Bon, s'il fallait parler de filmographie, on en parlerait pendant des heures, mais finalement, dans le cinéma, le terrorisme est vu à travers surtout des films d'action qui ne présentent pas un intérêt considérable à mes yeux. Par contre, au niveau des séries, il y a une série qui est très bien faite. Bon, c'est un peu violent, hein, mais bon, vous avez compris que quand on parle de terrorisme, évidemment, on parle de choses un peu violentes. C'est une série que vous pouvez trouver sur Netflix, qui est passée sur Arte il y a quelques temps, et donc, il me semble. Cette série s'appelle Fauda, F-A-U-D-A, d'une série israélienne. Et bon, attention, je veux pas que tout le monde me tombe dessus. C'est pas un point de vue israélien, c'est une série israélienne, mais une série qui, je trouve, est assez juste dans le traitement de la question terroriste. Bon, ici, évidemment, on parle du terrorisme palestinien. Mais les choses sont vues de manière, finalement, avec pas mal de recul. Et je trouve que cette série est extrêmement riche et assez intéressante sur la formation de l'idée terroriste qui peut surgir chez ces jeunes, pas toujours jeunes, d'ailleurs, terroriste. Bref, donc voilà quelques références, sachant qu'il y a également énormément de documentaires, il y en a beaucoup qui sont passés ces derniers temps. Je vous renvoie, c'est toujours utile d'aller regarder sur le site Facebook d'Arte, sur le site, excusez-moi, le site arte.fr, sur lequel il y a quelques documentaires qui sont assez intéressants autour de ce que l'on a dit, c'est-à-dire la commémoration des attentats de New York ou celle de Paris. Et on va finir quand même sur une image un petit peu plus positive, parce que c'est pas une émission forcément très guillerette que je vous ai présentée ce soir. Évidemment, hein, la meilleure des réponses au terrorisme, vous l'avez compris, c'est l'unité de chacun, la lutte contre ceux qui veulent justement provoquer cette désunion. Et je ne peux que finir
là-dessus. On se quitte donc ce soir sur ces images, j'espère, qui vont vous réchauffer un tout petit peu avant l'apéro. Et on se retrouvera dans 15 jours, puisque c'est le nouveau format de Le Roi de l'Histoire. Un format, vous pouvez me reprocher ma fainéantise, mais tout simplement c'est un petit peu difficile à gérer en termes d'emploi du temps. Donc c'est tous les 15 jours seulement qu'on va se retrouver. Et dans 15 jours, on parlera de quelque chose qui est totalement différent, puisque j'aurai un invité pour parler de l'histoire des transports, et sans doute plutôt de l'histoire des transports ferroviaires. Donc on sera vraiment assez loin de ce que l'on a vu ce soir. Je regarde pas trop de questions sur le chat. Bon, s'il y en a, n'hésitez pas. Mais s'il n'y en a pas, eh bien, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à dans 15 jours pour la suite et la deuxième émission de cette deuxième saison de Le Roi de l'Histoire. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt donc.